Hola à toutes et à toutes, c'est Magdaf, j'espère que vous allez bien. Malgré cette pandémie de coronavirus qui frappe la France, qui fait que nous devons rester confinés chez nous, je vais essayer de vous divertir avec ma nouvelle vidéo. Si je vous dis chacun voit midi à sa porte, ou bien être au taquet, ou encore pisser dans un violon, eh oui, ce sont toutes des expressions qu'on entend ou que l'on emploie assez souvent, sans savoir pour autant l'origine de ces expressions. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter diverses expressions assez connues avec leur origine, en espérant que ça vous plaise. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à revenir sur ma vidéo précédente, les grands imposteurs de l'histoire, car j'avais fait deux erreurs. Ma première erreur se situe dans la deuxième histoire, celle du docteur Roman. J'ai oublié de vous dire qu'en plus d'avoir tué sa femme, ses enfants et ses parents, il avait aussi tué son chien, son labrador. Voilà, c'était un petit point, mais que je trouvais assez important de rectifier. Donc désolé de cet oubli. Puis le second point se trouve dans la quatrième histoire, celle de Victor Lustig, l'homme qui avait vendu la tour Eiffel. Un des moments, je dis en 1920, après la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, fallait bien comprendre que c'était après la Première Guerre mondiale, car la Seconde Guerre mondiale ne s'étant pas déroulée, car elle s'est déroulée en 1939 jusqu'à 1945. Je voulais remercier Alain qui m'a fait remarquer ces deux erreurs, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire quand je me trompe, car c'est normal, hein, ça peut arriver à tout le monde, hein, on n'est que des hommes. Je vous prépare aussi une vidéo sur 3 tueurs en série pour la semaine prochaine, pour dimanche prochain. Donc soyez au rendez-vous, n'hésitez pas, je pense que ça va être assez cool. Et maintenant passons à la vidéo, aux expressions et leurs origines. C'est parti! Alors la première expression c'est se la péter. Putain, c'est vrai que souvent on dit ce mec il se la pète quoi. Alors pourquoi on dit ça? En fait c'est une expression d'origine québécoise dans sa forme complète, se péter les bretelles. En effet, au 19e siècle, l'habit masculin se composait d'un pantalon, d'une chemise et de bretelles. Il était courant à l'époque de tendre ses bretelles avec ses pouces avant de les faire claquer contre la poitrine lorsqu'on était fier. La deuxième expression est voir midi à sa porte. Donc voir midi à sa porte c'est quoi? C'est juger quelque chose ou une situation selon son propre point de vue. Les origines de cette expression, les montres de poignet sont une invention très récente à l'échelle de notre ère. Mais de tout temps, les hommes ont voulu utiliser des moyens de repérer l'heure dans la journée. Les cadrans solaires ont eu leur heure de gloire. Dans les campagnes, il était fréquent que soit installé un tel cadran sur la surface de la maison orientée au sud, la plupart du temps au-dessus ou à proximité de la porte d'entrée. On en voit dans les vieux villages. Ainsi, lorsqu'un occupant de la maison voulait savoir l'heure qu'il était, et à la condition qu'il fasse soleil bien sûr, il lui suffisait de passer la tête à sa porte et de regarder le cadran. Et s'il était midi, il voyait midi à sa porte. Mais l'imprécision des cadrans solaires ordinaires étant notoire, deux voisins, chacun avec son propre cadran solaire, ne pouvaient pas voir midi au même moment. C'est ainsi que chacun voyait midi à sa porte. Et ensuite, le goût de l'homme pour les métaphores a fait le reste. Un petit complément. Aujourd'hui, certains sont contents d'avoir à leur montre une précision à la seconde près. Mais est-ce réellement utile si l'objet n'est pas vraiment à l'heure exacte? Pour remettre les pendules à l'heure, il ne faut pas oublier que Confucius, à moins que ce soit Lao Tse, tout de grand amateur bien connu de Rolex, a dit à juste titre: celui qui a une montre sait l'heure qu'il est, celui qui en a deux n'en est jamais sûr. À méditer. L'excellent dictionnaire de défense de la langue xyloglotte, du grec langue de bois, propose le mot, attention ce mot est un peu compliqué, dodécaoroportospecté à la place de cette expression. Il est bien connu que quand on regarde à sa porte, on portospecte. Et quand on connaît le nombre de faces d'un dodécaèdre, la compréhension de ce mot coule de source. La troisième expression est tête de turc. Alors, qu'est-ce qu'une tête de turc? C'est une personne en butte au sarcasme, au mauvais traitement et aux plaisanteries douteuses. Les origines de cette expression. Sans chercher à remonter jusqu'aux croisades, au XVIIe siècle et XVIIIe siècle, le mort et le turc étaient les emblèmes des incroyants, des barbares cruels et sanguinaires. C'est probablement pour cette raison et pour faire suite à l'expression fort comme un turc, citée au XVIIe siècle, que dans les fêtes foraines du XIXe siècle, on trouvait des attractions constituées d'une sorte de dynamomètre surmonté d'une tête enturbanée, symbole du turc, dans laquelle il fallait taper le plus fort possible, la force du coup étant mesurée par une aiguille. Dans ces jeux, il était bien sûr plus viril de se frotter à un symbole de force, d'où la cible et la forme d'une tête de turc. Mais c'est le fait que cette pauvre tête était constamment frappée par tout le monde qui a fait de la tête de turc celui sur laquelle chacun s'acharne. Pour complément, pour ceux qui craindraient d'offenser nos voisins turcs, et de manière plus politiquement correcte, on peut aussi dire souffre-douleur. La quatrième expression c'est en voiture Simone, ce qui veut dire allons-y, il est temps de commencer une action. Les origines de cette expression c'est en 1929, une demoiselle de 19 ans qui s'appelait Simone Louise de Pinet, de Bordes des Forêts, ouais je crois que c'est assez long, a passé son permis de conduire, ce qui était déjà plutôt rare pour une femme, et dès l'année suivante, s'est mise à participer avec succès et sans accident à des courses
automobiles et des rallyes jusqu'en 1957. À cette époque, elle a provoqué l'étonnement et l'admiration de très nombreuses personnes, Fangio y compris, paraît-il. Son nom et son prénom étaient donc très connus et gravés depuis dans de nombreux esprits. Et v'là-t-il pas qu'en 1962, Guy Lux crée pour le RTF l'émission Interville dans laquelle deux villes s'affrontent amicalement. Il animait cette émission avec son compère Léo Zitrone. Tous les deux rivalisent de plaisanteries plus ou moins élaborées et débordées de mauvaise foi. Chaque animateur cherchant en douce à favoriser la ville dont il commentait les exploits. L'indispensable touche féminine était incarnée par une troisième personne, Simone Garnier. Guy Lux n'a donc pas pu s'empêcher, par allusion à la pilote célèbre et pour démarrer certaines actions de jeu, de lancer ce fameux cri de guerre. En voiture Simone. En réalité, l'expression complète et de haute tenue était en voiture Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Reprise ensuite par les deux compères dans une chanson inoubliable mais oubliée, le tango d'Interville. À voir si vous voulez sur YouTube. La cinquième expression qu'on connaît tous aussi, c'est pisser dans un violon. Ouais, elle est un petit peu vulgaire, mais elle existe bel et bien. Elle veut dire ne servir à rien, faire quelque chose de complètement inutile, d'inefficace. Les origines de cette expression. Cette expression s'emploie très souvent dans des formes comme c'est comme si on pissait dans un violon ou bien autant pisser dans un violon pour indiquer l'inutilité totale de l'action ainsi qualifiée. Pisser, mot qui vient bas latin pisciare pour uriner, n'est considéré comme vulgaire que depuis le 19e siècle. Auparavant, son usage était aussi naturel que la fonction elle-même, le mot uriner étant réservé au milieu médical. De nos jours, dans le langage courant, on ne dit ni uriner, vu comme c'est trop pédant, Marie Chantal, j'arrive dans 2 minutes, je vais d'abord uriner quelque peu, ni pisser, trop vulgaire, mais plutôt faire pipi, considéré comme acceptable et venu du monde des enfants. Il est certain que si on peut produire une agréable mélodie, pisser dans un violon ne servira vraiment pas à grand chose, même en visant les cordes et en y baladant le jet. Mais pourquoi une telle association? Pourquoi un violon au lieu d'un banjo, d'une pelle à tarte ou d'une passoire? Telle quelle, l'expression date de la fin du 19e siècle et rien ne l'explique vraiment. Mais Alain Rey suppose que les verbes pisser n'est apparu par plaisanterie qu'en remplacement d'un verbe comme souffler ou siffler. La locution d'origine aurait alors été souffler dans un violon, dont on trouve effectivement une utilisation dans un numéro de L'Apiculteur de 1901. Action dont l'inutilité est flagrante lorsqu'on sait que souffler dans une flûte ou une trompette permet effectivement de produire de la musique, mais qu'avec un violon le résultat devient tout de suite nettement moins probant. La sixième expression, on la connaît tout aussi, c'est être au taquet. Alors c'est quoi être au taquet? C'est avoir atteint une limite infranchissable, être, se donner à fond. Alors les origines de cette expression. L'origine de cette expression est facile à comprendre. Si on met de côté le sens argotique de coup à la figure, un taquet, c'est par exemple un morceau de bois servant à tenir une porte fermée au 15e siècle. Un coin de bois qui sert à caler un meuble au 19e siècle. En voile, et depuis le 17e siècle, un moyen de maintenir un cordage à une certaine position ou une voile plus ou moins tendue, taquet à corne, taquet coinceur, taquet basculant, une butée métallique destinée à limiter les mouvements du chariot d'une machine à écrire. Dans tous ces cas, donc, et d'autres encore, le taquet sert à bloquer quelque chose. On comprend donc que d'un sauvageon qui roule en ville à 90 km/h sur sa mobilette 49 cm3 trafiquée, la manette de gaz à donf, on puisse dire qu'il est au taquet, la poignée d'accélération étant en butée. De même, mais dans un sens plus figuré, on peut dire de quelqu'un qui est débordé de travail et qui ne peut vraiment rien prendre d'autre en charge qu'il est au taquet. En complément, en escalade, être au taquet ou être attaqué, c'est être à la limite de la chute par épuisement ou pour avoir pris une voie supérieure à ses capacités. La septième expression, elle va être un peu plus dans le domaine du plaisir. C'est prendre son pied. Donc prendre son pied, c'est avoir du plaisir ou un orgasme au cours de l'acte sexuel. Plus généralement, prendre un grand plaisir en pratiquant une activité, passion ou en découvrant les joies d'une nouvelle activité. Les origines de cette expression. Cette origine n'a rien à voir avec l'image du bébé qui s'empare de son pied pour le sucer avec un grand plaisir. Le pied vient de l'argot du 19e siècle. Il désignait une part de ration, un compte, que les voleurs réservaient sur leur butin pour leurs complices. En 1878, j'en ai mon pied voulait dire j'en ai mon compte, j'ai ma ration. C'est ce sens de ration exagéré qui a permis ensuite de dire d'une femme qui prend sa ration qu'elle a eu pour son compte lorsqu'elle a fait l'amour. Car cette expression a longtemps été réservée à la gente féminine avant, plus récemment, de s'étendre au genre humain tout entier. La huitième expression, on l'emploie souvent, c'est ça fait un bail. Donc souvent quand il y a un des amis, on les a pas vus depuis longtemps, on leur dit oh ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Donc ça veut dire cela fait très longtemps. Les origines de cette expression. Ceux qui louent un logement ou un garage par exemple savent parfaitement ce qu'est un bail. Le grand Robert, le dictionnaire, nous dit contrat par lequel l'une des parties, le bailleur, s'oblige à faire jouir, alors jouir bien sûr c'est profiter, l'autre, le locataire, d'une chose pendant un certain temps moyennant un certain prix, le loyer.
loyer que celle-ci s'oblige de lui payer. C'est le certain temps qui nous intéresse ici. Si les baux de logement sont de relativement courte durée, certains peuvent être très longs, comme les baux amphithéotiques, qui peuvent durer entre 18 et 99 ans. Autant dire qu'ils durent un bail. C'est de cette notion de durée, parfois très longue, que vient notre expression. En complément, à notre époque, où on ne laisse plus de temps au temps, où tout s'accélère, on dit aussi « ça fait une paye ». Sauf que le temps qui s'écoule d'une paye à l'autre n'est que d'un mois, ce qui est d'une durée largement inférieure à celle du bail. La 9e expression, c'est « ça ne mange pas de pain ». On l'emploie assez souvent, je pense. Alors ça signifie « ça ne coûte rien », même si ça n'a aucun intérêt. Ça ne provoque rien de désagréable, même si ça n'apporte pas grand-chose. Les origines de cette expression. Vous vous souvenez du XVIIe siècle, date de l'apparition de cette expression? Alors vous savez qu'à cette époque, le pain était une des bases de l'alimentation et que, par conséquent, il occupait une part importante du budget nourriture. Comme, du coup, toute consommation abusive de pain grévait ce budget, si quelque chose n'avait aucun impact sur le stock de miches, alors il n'y avait pas de raison de s'en passer, tant que ça n'avait pas de conséquences désagréables et même si ça n'avait pas grand intérêt. Pour la petite histoire, le pain avait autrefois une telle importance dans une famille que mettre hors de pain voulait dire émanciper et être au pain menu, c'était être dans une situation financière très difficile. Pour la 10e et dernière expression, je vais vous parler d'une expression assez connue aussi, c'est l'habit ne fait pas le moine. Bon, ça veut dire l'apparence peut être trompeuse, ce qui peut aussi se dire il faut s'abstenir de ne juger les gens qu'à leur apparence. Voici son origine. Proverbe dont on trouve les premières traces au XIIIe siècle et qui serait tiré du latin médiéval. Selon certains, ce proverbe viendrait d'une déformation progressive de la traduction de l'expression latine de Plutarque barba non facit philosophum, qui signifiait la barbe ne fait pas le philosophe. D'autres disent qu'il aurait pour origine un fait historique. En 1297, pour réussir à s'emparer par la ruse de la forteresse bâtie sur le rocher monégasque, François Grimaldi et ses compagnons d'armes se sont déguisés en moines franciscains, fait rappeler sur les armoiries de Monaco. Enfin, peut-être faut-il simplement voir une certaine ironie dans cette expression. En effet, lorsqu'elle est apparue, les moines de l'époque étaient bien loin de suivre leurs préceptes, n'hésitant pas à accumuler des biens, à ripailler, à courir la gueuse ou à trucider, à tout va dans les batailles. Ils avaient un comportement très éloigné de celui que leur tenue aurait pu laisser supposer. Ainsi, un brigand désireux de détrousser un moine en le supposant faible, pouvait tomber sur bien plus rusé et plus fort que lui. En complément, pour preuve de la pertinence de ce proverbe, chacun sait que depuis tout petit, qu'un vilain crapaud peut parfaitement dissimuler un prince charmant. C'est sur cette 10e expression qu'on va finir la vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. C'est vrai qu'il y en avait énormément des expressions, j'ai pas pu toutes les faire évidemment, donc j'en ai fait que 10, j'en ai plein d'autres en stock. Si ça vous intéresse d'avoir un numéro 2, n'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire, je les lis tous, j'y répondrai. Je trouvais ça assez intéressant de développer les expressions et leur origine, car c'est vrai qu'on en entend tous les jours et ça nous permet de les comprendre plus facilement et de savoir d'où ça vient. C'est un peu de culture générale en même temps. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas aussi de vous abonner, de partager la vidéo, d'activer la cloche des notifications, c'est important car toutes les semaines je vais vous poster une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo sera sur 3 tueurs en série français, dont un qui s'est passé dans la ville où j'ai grandi. Donc ne la ratez pas. Sur ce, ciao. À bon entendeur, salut. Yes, I.